Bonjour. Voilà, c'est bon. Bonjour, bienvenue. Nous sommes très heureux au nom du nouveau GIS dont nous lançons donc l'ouverture aujourd'hui de recevoir le secrétaire d'État aux Affaires européennes Clément Beaune qui, comme vous le savez, a un agenda très chargé mais qui a gentiment accepté de débattre avec donc des chercheurs du GIS de plusieurs disciplines. Histoire, droit, économie, sociologie, sciences politiques, c'est peut-être pas toutes les humanités et les sciences sociales, mais c'est déjà un bon début. Et d'avoir aussi un échange donc avec la salle, étudiants et collègues réunis à l'occasion donc de la présidence française de l'Union européenne. Nous espérons dans cette heure donc réfléchir à partir de cette présidence française de l'Union européenne aussi où on en est en fait de la construction européenne et de mettre en avant certaines des grandes questions qui animent les scientifiques, mais aussi, je pense, les politiques sur l'état de l'Union européenne. J'ai envie de dire welcome back, puisque voilà, nous sommes à la Sorbonne, le fameux discours de la Sorbonne, comme chacun sait, Clément Beaune évidemment a eu maille à partir avec ce texte. Donc voilà, nous voici de retour et donc c'est presque un bilan, j'ai envie de dire, du discours de la Sorbonne et aussi donc pendant une petite dizaine de minutes, le secrétaire d'État va nous présenter un peu la philosophie générale de cette présidence française et ensuite donc nous serons 4 à lui poser des questions avant le débat avec la salle et je présenterai donc mes collègues à tour de rôle. C'est à vous. Merci beaucoup de votre accueil et de votre invitation. Je me sens un peu lié à votre groupe, à votre groupement, à votre GIS, parce que j'ai eu le plaisir de co-signer la Convention de Constitution. Et donc je me sentais obligé, mais au bon sens du terme, au sens de l'obligation amicale, de revenir en ces lieux et de lancer avec vous, de participer à ces travaux. À ma place, évidemment, je ne deviendrai pas à mon grand âge universitaire ou chercheur. J'ai une tendresse particulière, familiale pour cette activité ou cette profession. Et donc j'ai toujours plaisir à revenir dans un lieu de savoir, parce que même quand les semaines sont chargées, j'allais dire surtout quand les semaines sont chargées, ça fait du bien de se poser le temps d'une réflexion, d'un échange, de la raison, j'assume ce terme, pour discuter, confronter des points de vue et essayer, je l'espère, de répondre à quelques questions, à quelques interrogations. Je crois que ça fait aussi partie, quand on exerce pendant quelque temps une fonction politique, de nos responsabilités au sens plein du terme. Donc je suis vraiment heureux de pouvoir prendre ce moment et vous remercier un samedi matin d'y consacrer aussi du temps pour être le plus direct possible sur, de mon point de vue, ce qu'est une présidence du Conseil de l'Union européenne, pour reprendre le terme précis, et c'est important. Une présidence, c'est un moment de 6 mois qui revient rarement, tous les 13 ans et demi dans une Europe à 27 aujourd'hui. Donc c'est une chance précieuse, c'est une chance rare. Et il faut d'abord, si j'essaie d'être rigoureux, de définir cette présidence par ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas un moment de toute puissance française en Europe. Je crois qu'il faut l'assumer avec humilité, non pas avec résignation, mais avec humilité. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est la condition de son efficacité. Si je faisais le tour d'Europe, ou si le président de la République faisait le tour d'Europe en disant aux Finlandais, aux Espagnols, aux Allemands, aux Slovènes, voilà comment ça va se passer pendant 6 mois, merci de nous avoir confié les clés, je crois que ça ne se passerait pas très bien. Et donc je le dis parce que parfois dans notre débat français, on a un peu tendance à placer le curseur un peu trop loin vers une sorte d'omniscience ou d'omnipotence française en Europe. Et puis à l'opposé, ceux qui dénigrent beaucoup le projet européen, c'est leur droit, disent en réalité une présidence, comme d'ailleurs tout le reste, les processus institutionnels sont si complexes qu'on ne décide jamais rien et que la France est diluée dans un grand ensemble où elle n'a pas de pouvoir. Je crois que la vérité est entre les deux et une présidence, c'est aussi l'occasion de l'expliquer, de le démontrer. Alors cette présidence, c'est la présidence d'une institution importante parmi les institutions européennes, le Conseil de l'Union européenne, donc en gros la chambre des États membres, la chambre législative des États membres. Et si j'essaye de résumer dans mes mots, ça remplit essentiellement 3 fonctions.
D'abord, il y a une fonction, en effet, et pour ça que le retour à la Sorbonne est d'autant plus émouvant, c'est forcément, indépendamment des échéances électorales, etc., c'est forcément un moment de bilan, puisque pour lancer une présidence, avoir des résultats, je vais y revenir, dans une présidence, dans un semestre, il faut avoir initié un certain nombre de propositions, d'idées, créé des coalitions, des alliances, fait progresser des textes concrètement au cours des mois, parfois des années qui précèdent. C'est pour ça, je ne le dis pas parce que je suis ici, mais la présidence a vraiment commencé le 26 septembre 2017, quand le président de la République, dans le grand amphithéâtre, a prononcé le discours de la Sorbonne. Non pas que nous avons pris, je serais contradictoire à ce que je viens de dire sur l'humilité, les manettes de l'Europe à ce moment-là, mais parce que nous avons lancé un certain nombre d'initiatives qui, forcément, ne seront jamais mises en œuvre à 100%. Parce qu'un jeu collectif ne définissait pas les règles tout seul. Mais vous avez le droit, et même je crois le devoir, surtout quand on est un État membre fondateur, un pays important, de proposer un certain nombre d'idées, en acceptant qu'elles ne seront pas toutes acceptées en l'état ou que certaines mettront du temps à trouver leur chemin. Et donc c'est pour cela aussi que le discours de la Sorbonne, qu'on résume souvent, et tant mieux, comme un discours de vision, un discours d'une certaine façon très français, qui projette à une dizaine d'années quelques grands sujets européens, qui avait mis à l'honneur le concept de souveraineté européenne, était aussi un discours, surtout un discours de propositions concrètes. Il y en avait de mémoire un peu plus de 50. Je ne vous en ferai pas la liste ce matin, j'en serais d'ailleurs incapable de mémoire, mais je crois que beaucoup de ces sujets, indépendamment et avant la présidence française, ont avancé. J'en cite un qui me tient à cœur parce qu'il était, je crois, innovant et qu'il progresse. C'est la question des universités européennes, justement, qui est aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, puisque beaucoup d'universités françaises sont impliquées dans ces réseaux, qui s'organisent progressivement, certains avec des niveaux d'ambition plus importants que d'autres, facilitent les échanges, les mobilités entre enseignants, entre chercheurs, des cursus communs qui, j'espère, déboucheront encore davantage sur des cursus vraiment intégrés, des diplômes communs. Mais c'est en chemin. C'est typiquement une proposition, peut-être dont on parle un peu moins que les questions de dette commune ou de défense européenne, mais qui a beaucoup progressé et qui, je crois, est un changement important. Et donc, quand on prend la présidence, on doit faire un récapitulatif et en quelque sorte rendre des comptes sur toutes les idées qu'on a versées au débat pendant ces années qui précèdent. C'est aussi donc cette vitrine d'un bilan européen. On pourra, si vous le souhaitez, y revenir thème par thème. Ensuite, une présidence, c'est un accélérateur. Parce que précisément, heureusement que ça change quand même quelque chose d'avoir la présidence, sinon ce serait un peu frustrant. J'ai dit ce que ça n'était pas, ça n'est pas le contrôle complet de l'avion, mais vous avez un certain nombre de responsabilités particulières. Et ce qui paraît toujours un peu frustrant quand j'expliquais la présidence à certains de mes collègues du gouvernement quelques mois en amont, je leur ai dit c'est formidable parce qu'on peut définir l'agenda. Alors, dit comme ça, c'est pas extrêmement sexy, et c'est même un peu parfois regrettable parce qu'on dit mais du coup, si vous présidez des réunions, vous organisez des débats au niveau européen, vous ne pouvez plus, en tant que pays membre, en tant que France, porter vos idées personnelles ou celles du pays aussi fortement, de manière aussi vocale. Et c'est vrai, il y a une forme de neutralité, ou en tout cas de centralité qu'il faut garder dans le débat européen. Mais vous pouvez choisir dans la filière des ministres de l'Emploi, dans la filière des ministres de l'Environnement, dans la filière des ministres des Finances, pour ce qui me concerne, dans la filière des ministres des Affaires européennes, il y en a une vingtaine comme ça, des priorités sur lesquelles vous mettez beaucoup d'énergie pour trouver un compromis, un accord et un aboutissement. C'est principalement cette responsabilité-là que confère une présidence. Et donc, c'est lié évidemment à la vitrine et au bilan que j'évoquais. Je prends un exemple très simple pour résumer le parcours d'une réforme européenne. La question dont on parle parfois, dans un petit nom technique qui s'appelle DSA et DMA, mais qui derrière ces noms barbares, recouvre la régulation des grands acteurs du numérique, des GAFA ou des réseaux sociaux, des places de marché que vous connaissez bien et que nous utilisons massivement. Si vous voulez avoir un résultat, et j'espère qu'on l'aura sous présidence française, c'est-à-dire d'avoir un texte législatif qui a abouti, qui est négocié entre le Conseil que l'on préside et le Parlement européen, ça, on peut le maîtriser et l'accélérer pendant la présidence. C'est là-dessus qu'on a les manettes, sur cette négociation et cette discussion. Mais évidemment, il faut avoir coché toutes les cases précédentes du processus. L'idée a été émise, pas que par nous, évidemment, mais notamment dans le discours de la Sorbonne. Plusieurs États se sont coalisés pour faire pression pour que la Commission européenne nouvelle en 2019 fasse une proposition législative parce qu'elle en a le monopole. Elle l'a fait en 2020. La négociation a commencé avant la présidence française et on a dit de longue date
qu'on en ferait un marqueur important, une priorité importante de notre présidence. Et maintenant, on met toute notre énergie dans la négociation, en l'accélérant, en organisant des réunions, en proposant des compromis et, j'espère, en aboutissant à un texte, peut-être même d'ici la fin du mois de mars. Voilà l'accélération que permet une présidence. À l'inverse, je le dis avec prudence diplomatique, vous pouvez aussi choisir de ne pas traiter certains sujets pendant votre présidence que vous n'aimez pas beaucoup ou sur lesquels la France est un peu isolée. Ça ne vous sauve pas pour l'éternité, mais vous pouvez mettre de côté certains sujets qui vous gênent ou que vous jugez moins prioritaires. Ça fait aussi partie du jeu européen et la présidence suivante pourra avoir d'autres priorités. Je le dis au passage parce que c'est quelque chose qui paraît technique ou qui est un peu oublié, mais c'est très important pour éviter que 6 mois soient une répétition de priorités différentes d'un semestre à l'autre, ce qui serait peu efficace. On coordonne évidemment avec ce qu'on appelle le trio de présidence, donc par triplette de 18 mois au total. Chez nous, avec la République tchèque et avec la Suède, qui sont les 2 présidences suivantes, nous avons organisé un programme commun. Ça veut dire qu'il y a des priorités nationales, mais il y a aussi des textes qu'on essaye de faire cheminer pendant ces 18 mois pour plus d'efficacité, plus de résultats. Et puis, troisièmement, et c'est peut-être plus français ou plus spontanément attendu en France, une présidence, ça sert aussi à projeter. C'est de nouveau la vision, le regard sur le long terme. Une présidence, c'est évidemment moins satisfaisant à court terme, doit initier des idées nouvelles ou des projets nouveaux que l'on ne finira pas dans le semestre, mais qui, on peut l'espérer, parce qu'après on les relaiera en tant que pays membres qui restent autour de la table évidemment, trouveront là aussi un chemin et dans quelques mois, parfois dans quelques années, un aboutissement. Je prends un programme qu'on connaît bien dans le monde académique et universitaire comme Erasmus. Il a germé, il a été opérationnel à partir de 1987. On en fête cette année les 35 ans. Mais sous différentes formes, ce sont des idées qui ont été évoquées par quelques ministres de l'Éducation, quelques ministres de la Culture pendant 2, 3, 4 ans avant que le programme se mette vraiment en œuvre. Et donc une présidence, ça sert aussi à cela, peut-être qu'on y reviendra. Vous avez vu que nous avons, dans la devise de cette présidence, dans les mots-clés de cette présidence, retenu le terme auquel je tiens beaucoup, d'appartenance, parce que je crois que si l'Union européenne n'est pas une communauté politique comme les autres, ni un État, ni même, pardon de le dire devant plus sachant que moi sur ces questions, je n'ai jamais complètement adhéré au débat sur la catégorisation précise, fédération d'États-nations, confédération, je ne m'y suis pas jamais complètement retrouvé à titre personnel, mais ça montre une chose, c'est qu'on ne sait pas vraiment labelliser cet objet un peu particulier. Je crois que Jacques Delors appelait ça un objet politique non identifié, et que le terme à la mode, quand j'étais étudiant, je ne sais pas s'il est toujours utilisé, c'était un projet sui generis. C'est une assez bonne définition sans doute, mais qui ne nous renseigne pas davantage. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que quel que soit le nom exact de ce projet politique particulier, il n'y a pas de projet politique qui dure, même s'il n'est pas un État ou une confédération, sans un sentiment d'appartenance. On n'adhère pas pendant plus de 70 ans, et j'espère encore au moins 70 ans et au-delà, à un projet politique dans lequel on vote. On peut voter, on a une citoyenneté européenne, on vote à des élections européennes, même quand on vit dans un autre État membre, sans se sentir partie à cette identité, à cette culture, à cette communauté. Et donc cela doit se construire un peu différemment. La culture européenne n'a pas attendu les pères fondateurs eux-mêmes, où le projet institutionnel européen pourrait exister, bien sûr, mais on doit justement la raviver, la célébrer. On est dans une université qui a une longue histoire. On sait bien que les universités européennes ont fait partie aussi de ce substrat culturel européen et encore aujourd'hui de cette identité européenne. Et lancer des projets qui renforcent cela, je crois que ça fera partie des apports, je l'espère en tout cas, durables, on pourra se redonner rendez-vous dans quelques années, de la présidence française. On a évoqué, le président de la République a évoqué dans son discours de présentation une académie d'Europe, l'idée de réfléchir, sans le décréter d'en haut évidemment, à un enseignement de l'histoire européen. Je crois qu'un récent observatoire installé au Conseil de l'Europe de l'enseignement de l'histoire en Europe a démontré, vous me contredirez si je suis approximatif sur les chiffres, que seulement 6 pays européens aujourd'hui avaient un enseignement d'histoire obligatoire jusqu'au niveau du bac, ce qui doit quand même nous interroger. On doit réfléchir à des projets d'appartenance communs, et Erasmus en est le plus emblématique sans doute, mais on peut l'étendre, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ça n'est qu'environ 5% d'une génération d'étudiants qui bénéficient de ce programme, qui reste encore trop peu connu, même si le nom a creusé son sillon, il est encore
considéré comme peu accessible, et il l'est parfois pour des raisons financières ou de connaissance de ces échanges. Avoir un service civique européen, par exemple, qui étendrait l'idée d'une expérience européenne systématique aux jeunes Européens de moins de 25 ans dans la décennie qui vient, parce que cela prendra un peu de temps, je crois que c'est un beau projet politique. On ne va pas le faire en 6 mois, on va commencer à le négocier, on va commencer à mettre des idées plus précises sur la table, et puis ensuite, j'espère qu'on se donnera rendez-vous pour constater que cette idée a germé et est devenue une réalité pour les générations qui vous suivront. Voilà, je ne serai pas plus long, je voulais essayer de récapituler en termes les plus directs possibles ce qu'est et ce que n'est pas une présidence. C'est un moment important, c'est un moment qu'on doit saisir pour dire ce qu'on a fait, accélérer ce qu'on veut faire, et dire ce qu'on compte faire pour l'avenir. Et pour ce semestre, nous aurons aussi besoin de ces échanges intellectuels, au sens plein du terme, pour nourrir encore les semaines qui viennent. Merci beaucoup. Alors oui, je me présente, Virginie Garaudon, je représente la sociologie et la science politique, ce qui est bien ambitieux. Donc je suis directrice de recherche CNRS au Centre d'études européennes et comparées de Sciences Po Paris. Et donc voilà, pendant 5-6 minutes, on va échanger avant de passer la parole à mes collègues, donc juristes, historiens, économistes. Alors on est dans l'avion, je voudrais qu'on rentre un petit peu plus dans le cockpit parce que je pense que ça intéressera les étudiants et les collègues. Vous avez été, je crois que c'était en 2014 même, à la représentation permanente de la France à Bruxelles. Vous avez été ensuite à Bercy, à l'Élysée. Vous êtes maintenant secrétaire d'État. Donc, mais à la fois dans une période où il faut bien le dire, on parlait déjà de désintégration européenne. Alors l'Europe des crises, on connaissait, mais là, c'était vraiment plutôt, on parlait de blocage, de polarisation et de politisation du Conseil, des clivages entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud. Je pense par exemple à la fameuse crise de l'Europe qui était la crise des réfugiés ou des migrants en 2015. Donc cette présidence, elle n'est pas juste nouvelle parce que c'est post-Lisbonne avec des nouvelles règles, mais dans un contexte où on doit se dire que vous, de l'intérieur, vous avez peut-être une bonne idée de comment on fait justement dans ce contexte de clivage, surtout d'un point de vue français où souvent on a parlé plutôt de groupes de volontaires, par exemple sur la réforme de Schengen, des fois on a parlé de revenir au Schengen des années 2000. Donc est-ce que vous pourriez, c'est une question je dirais à tiroir mais sur le même sujet, donc qu'est-ce qui a été mis en place, je ne parle pas du volet de la publicisation de la présidence, ce que vous avez dit sur lancer des initiatives, faire connaître l'Europe, publiciser la différence, mais qu'est-ce qui a été mis en place, donc en amont, je suppose, pour être sûr d'aboutir sur certains dossiers. La deuxième question, c'est donc liée, c'est est-ce qu'il y a vraiment une façon maintenant de négocier au sein du Conseil qui est soit de la crise permanente ou comment est-ce qu'on gère justement cette politisation, cette polarisation des enjeux européens quand on négocie précisément et qu'on a l'agenda, qu'on a la présidence de l'Union européenne. Et puis comment on gère, et ça vous l'avez évoqué, c'est-à-dire qu'il y a un aspect, on est responsable de l'agenda des conseils, et à la fois il y a ce contexte français, comment on gère aussi certaines contradictions au sein même, j'ai envie de dire, de la France. J'ai vu que vous étiez intervenu sur il ne fallait pas que l'Union européenne finance des murs. Bon, à la fois sur certains, vous allez aussi dire des fois il faut défendre les valeurs et l'état de droit de l'Union européenne. À la fois, on soutient la Pologne et le no man's land à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Donc comment est-ce qu'on gère des contradictions internes à la France, voire internes à l'Union européenne. Donc voilà, l'Europe où elle est et comment on gère ça quand on est secrétaire d'État aux affaires européennes. Merci beaucoup, vaste menu. Peut-être quelques mots sur ce que vous disiez au départ. Je vais dire les slogans, mais c'était des risques réels sur lesquels, avec lesquels on a caractérisé l'Europe et la construction européenne ces derniers temps. L'Europe des crises. L'ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, parlait de polycrise pour dire on n'a pas une succession de crises, on a
à la fois la crise du Brexit, la crise migratoire, les conséquences de la crise financière qui demeure assez tard, jusqu'en 2013-2014. Et donc effectivement, on a vécu dans l'idée que l'Europe vivait avec les crises, et notamment après le Brexit, le discours était en gros, soit on fait une étape supplémentaire d'intégration, un saut d'intégration, soit le délitement arrive. Et une expression qu'on entendait assez souvent, c'était le statu quo n'est pas tenable. Pour le plaisir du débat, je vous dirais, je crois tout à fait que le statu quo est possible en Europe. Il n'est pas du tout souhaitable, ça c'est clair. Et après le Brexit, on l'a vu, sur un certain nombre de reproches adressés à l'Union européenne dont on n'aurait pas pensé qu'ils viendraient principalement du Royaume-Uni. Le dumping social, les questions migratoires, l'ouverture du marché du travail, etc. Paradoxe, c'est que le Royaume-Uni a été, par ce référendum, celui qui a pointé du doigt un certain nombre de dérives dont il était souvent responsable politiquement. Pas seul, évidemment, ce serait trop facile, mais dont il avait été un des défenseurs. L'Europe d'une ouverture sans forte régulation. Mais je crois que malheureusement, l'Europe est assez résistante. Il y a un côté un peu culbuto qui tient bon et retombe sur ses pattes. Le risque principal de l'Union européenne, ce n'est pas tellement le délitement ou la disparition, elle est plus résistante qu'on ne pense, c'est qu'elle vive dans une forme de confort conscient ou inconscient qui soit à petit feu, extrêmement destructeur. Et donc le statu quo est possible, il n'est pas souhaitable, mais c'est un combat que d'en sortir. Alors on est aidé par les crises. Je prends un exemple, on y reviendra peut-être sur le plan économique et budgétaire. Sans la crise Covid, même si je suis absolument convaincu que ce n'est pas le seul facteur, mais c'est la goutte d'eau, il n'y a pas de plan de relance et de dette commune. Donc les crises ajoutent un sentiment d'urgence qui font que parfois on débranche la prise en quelque sorte et que des procédures européennes extrêmement lourdes, extrêmement complexes, des débats tabous parfois pendant des dizaines d'années, sautent d'un coup. Ils sautent d'un coup parce qu'on avait tiré sur le fil pendant plusieurs mois ou plusieurs années avant. Mais c'est la crise qui est cette espèce de révélateur et d'accélérateur. Mais regardez, aujourd'hui, je pense à la fois sur les questions budgétaires, par exemple, le consensus a beaucoup changé. On n'est plus du tout dans l'idée qu'il faut revenir à une forme de rigueur absolue, etc. Mais beaucoup de pays européens se disent que finalement, il n'y a plus vraiment besoin d'avoir ce débat sur la capacité d'investissement, sur la réforme des règles budgétaires. La crise est passée, on a fait un effort important pour la crise, revenons à la normale. Et donc l'Europe est toujours confrontée à cette tentation que la crise était un état douloureux. On n'aime pas les crises en Europe parce qu'on vit dans l'idée qu'on est une zone de prospérité et de stabilité, et qu'une fois que le danger est passé, que la tempête a détruit quelques maisons, on reconstruit rapidement et ensuite on fait comme si jamais rien ne s'était passé. C'est ça notre danger d'Européens. C'est une question de vitesse. Pas tellement une question de trajectoire, c'est pas tellement une question de solidité, c'est une question de vitesse. Et on voit bien dans la compétition internationale, sur le plan géopolitique, économique, technologique, notre sujet est le rythme par rapport aux Chinois, aux Américains, aux Indiens et à d'autres. Alors comment, pour venir à un deuxième tiroir que vous avez évoqué, qui était la question de la différenciation. Moi, je suis un grand défenseur de la différenciation en Europe. Mais avec une petite nuance, c'est que souvent la différenciation, c'est une forme de nostalgie. Et on dit tout ça est complexe, on est 27, c'est hétérogène, on n'arrive pas à travailler ensemble, c'est des sommets infinis. Pour faire un tour de table de 5 minutes chacun, il faut déjà passer 3 heures, donc on n'y arrive pas. Donc on va recréer des noyaux durs, avant-garde, club des 6 et autres. Ça, je n'y crois pas du tout. Un projet politique solide ne revient pas à son état d'enfance. Quand bien même on aurait la nostalgie de cette enfance, à mon avis un peu fantasmée, parce que le projet européen était évidemment beaucoup moins intégré, donc c'est difficile de comparer l'Europe des 27 en 2022 et l'Europe des 6 en 1951 ou en 1957, à l'évidence. Donc on ne reviendra pas à l'Europe des 6 ou à l'Europe des 12 que je connaissais quand j'étais petit. Mais on peut en revanche, et on doit, je crois, accepter que ce club de 27 doit avoir plus de formats différents en son sein qu'un club qui avait 6, 12 ou 15 membres. Et même un club qui avait 15 membres, et même 12, avait des formats différents. C'est une constante de l'histoire européenne. Schengen, les fameux accords de Schengen dont on parle beaucoup aujourd'hui, ils sont un format au départ à 5 pays. L'euro, c'est un format qui commence à 11 pays et qui aujourd'hui s'est élargi lui-même, même s'il ne couvre pas tout le monde, à 19 pays. Et
sans doute un peu plus de 20 dans les mois qui viennent. Donc la différenciation est intrinsèque au projet européen. Je pense qu'il faut être très clair sur ce qu'on ne différencie pas et ce qu'on différencie. Ce qu'on ne différencie pas, à mon sens, pour le dire en termes assez généraux, c'est les valeurs. Il y a un projet politique inscrit dans nos traités. C'est pour ça, je crois qu'il faut être sans concession sur, j'y reviendrai, à l'état de droit notamment, sur la non-discrimination, sur les principes qui sont le modèle européen lui-même et auxquels tout le monde souscrit. Sinon, on dit à chacun, vous pouvez signer ce traité, parfois le faire ratifier par référendum, comme c'est le cas de la Pologne d'ailleurs, et puis ensuite vous prenez ce qui vous intéresse. Il n'y a plus de projet européen à ce prix. Donc les valeurs, c'est un socle, il n'y a pas deux clubs de valeurs, il n'y a pas deux traités qui fondent les valeurs européennes. Idem sur le marché unique. C'est un grand atout européen qu'on n'utilise sans doute d'ailleurs pas assez, et dont en France on a mal mesuré, je crois, la puissance. On l'a découverte un peu avec le Brexit, en termes de politique commerciale, de politique extérieure, c'est un atout majeur. S'il y a deux marchés uniques ou trois marchés uniques, ça ne sert à rien. On casse le projet et son intérêt lui-même. Une fois que vous avez ce socle-là, et je pense d'ailleurs des institutions communes, parce que je ne suis pas un fanatique de multiplier les institutions pour des petits groupes, institutions, valeurs et marché unique, vous avez un socle à partir duquel vous pouvez accepter, à mon sens, des formats différents ou des initiatives différentes. Parce que quand on parle de différenciation, on pense souvent à ce qui est écrit dans les traités, les coopérations renforcées, ou ce qu'on appelle en matière de défense les coopérations structurées permanentes. C'est assez lourd à mettre en place, même s'il y en a une justement en matière de défense. Mais ça peut être des initiatives sur lesquelles vous acceptez que l'Europe étant un projet politique, vous avez des moments de tension et des moments d'opposition. C'est d'ailleurs très sain. Je prends un exemple encore du plan de relance, qui je trouve le plus éclairant sur ce rapport de force politique constructif et démocratique en Europe. Le 25 mars de mémoire 2020, la France et l'Italie, en brigade, 7 autres pays, 9 au total, signent une lettre publique en disant il faut créer une dette commune européenne. C'est allé très vite ensuite, mais le 25 mars, je peux vous dire qu'à Berlin ou à La Haye, ce n'était pas la tendance du moment. Et donc on a assumé d'avoir un conflit politique, public, avec l'Allemagne. Et on a, sur cette base, engagé une négociation. Il faut le faire avec parcimonie, parce que si tout est conflit, il n'y a plus beaucoup de coopération. Mais sur des sujets importants, qu'on jugeait suffisamment importants pour mériter un débat et une tension politique momentanée, on ne savait pas si on réussirait. On a assumé de le faire et de dire, bah oui, il y a 9 pays, et on a construit cette coalition, ça fait aussi partie de l'ingénierie européenne, de telle sorte qu'il y ait des pays du Nord et du Sud, de l'Est et de l'Ouest, et pas justement un club attendu. Une différenciation par l'initiative politique, c'est le meilleur moyen, d'ailleurs c'est comme ça que ça s'est fait, d'ouvrir un débat, de provoquer un débat, et parfois vous réussissez, parfois vous ne réussissez pas, mais ensuite d'avoir un accord, y compris à 27. Et c'est comme ça qu'on a eu à l'unanimité, dès l'été 2020, l'accord sur le plan de relance, même si, encore une fois, quand l'initiative à 9 a été prise, ça n'était pas un acquis. Comment vous gérez dans ce club à 27, entre unité et différenciation, des tensions politiques plus profondes, comme celles qu'on voit avec la Pologne, avec la Hongrie aujourd'hui? D'abord, je crois en les nommant bien, si je puis dire ainsi. Je ne crois pas que le débat sur l'état de droit soit un débat avec la Pologne ou avec la Hongrie, et encore moins avec l'Est de... Non, j'y viens, après le débat interne, mais vous disiez aussi comment on fait en sorte pour soutenir un pays qui est attaqué à ses frontières, en quelque sorte, quand en même temps on a des tensions. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien décrire ce qu'on fait. Et c'est difficile parfois. Dans un amphithéâtre, on a heureusement, c'est un privilège, un peu plus de temps. Quand vous avez un micro, une émission de télévision, vous faites des raccourcis. Il faut faire attention à chaque mot. Et quand vous dites c'est un combat entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, je crois là, on prend un grand risque. Je ne sais pas ce que vous avez dit, mais si on disait ça. Parce que d'abord, la Pologne n'est pas la Hongrie, qui n'est pas la République tchèque, qui n'est pas la Slovaquie, qui n'est pas la Roumanie. Il y a des choix politiques, des histoires d'ailleurs, dans ce qu'on considère parfois comme l'Est de l'Europe improprement en France, qui sont très différentes. On n'aimerait pas d'ailleurs que le Premier ministre polonais dise j'ai discuté avec les gens de l'Ouest de l'Europe, pour désigner les Français comme si c'était la même chose que les Allemands ou les Espagnols. Donc c'est très important, moi j'essaie de m'y employer, même quand on doit parler en 30 secondes, de dire c'est pas un conflit avec la Pologne ou avec la Hongrie, c'est une opposition politique avec le gouvernement d'un ou deux pays européens en ce moment. Et d'assumer, pardon pour cette en même temps ou cette complexité, qu'il y ait une tension là-dessus. Moi je ne mettrai pas, si je puis dire, mon drapeau dans ma poche sur les questions d'état de droit. Je considère que c'est extrêmement grave pour la raison que j'indiquais. Ça ne veut pas dire, et
je sais que c'est parfois difficile de dire les deux à la fois, que quand, en l'occurrence, la Pologne, puisque c'est tombé sur elle, d'une certaine façon, c'était sans doute pas un hasard, un pays dictatorial à nos portes organise, de la manière la plus cynique, parce que c'était totalement construit, une attaque instrumentalisant des migrants en détresse venus du Proche-Orient. Et là, quelle est la réponse à ça? Est-ce qu'on dit, parce que je ne m'entends pas avec le gouvernement polonais sur d'autres sujets, je ne les soutiens pas? Non. Je crois qu'on dit, je vous soutiens, je suis prêt à vous aider pour maîtriser vos frontières. Est-ce qu'on leur dit, parce que vous avez une attaque, on oubliera le débat sur l'état de droit? Non plus. Et est-ce qu'on leur dit, parce que vous avez une attaque organisée à vos frontières, vous pouvez faire ce que vous voulez? Encore moins. On voit bien d'ailleurs que ces nuances politiques, on les a dans nos débats nationaux. Il n'y a pas deux camps ou deux oppositions dans un débat national. Vous avez, en tant que citoyen, vous le ressentez, même au sein des familles politiques traditionnelles de gauche et de droite, des sensibilités extrêmement différentes dans le rapport à l'Europe, dans le rapport à l'écologie, dans le rapport à l'État, etc. Ben, c'est pareil en Europe et il faut l'assumer et le décrire. C'est compliqué parce qu'on ne voit déjà pas l'Europe comme un espace de débat politique. Alors si en plus on dit on est en opposition avec le gouvernement polonais, mais quand il a une attaque migratoire, je suis prêt à le soutenir, mais pas s'il interdit aux journalistes et aux ONG d'accéder à la zone, ou s'il veut construire des murs, ça je l'assume, eh bien, il faut arriver à tenir cette espèce de complexité du débat européen. Et vous avez raison, ça crée parfois des tensions internes à notre pays, mais tant mieux. Je trouve ça très bien qu'on ait des débats, même durs, même parfois violents, sur la question européenne en France. C'est en fait assez nouveau. Ça fera peut-être 2 élections présidentielles de suite où le débat européen sera important dans peut-être les choix citoyens, mais en tout cas dans les présentations des programmes et des visions du monde. Parce que ça dit beaucoup sur notre ouverture, sur notre rapport à la mondialisation, sur notre rapport à l'identité, et on voit que ces débats traversent nos sociétés, même s'ils sont parfois excessifs. Mais on peut avoir ces débats, et je vais vous dire, comme on a très peu parlé d'Europe, traditionnellement, dans les formations politiques, même, je vais être très sincère, au sein des gouvernements, eh bien, il peut y avoir, en quelque sorte, de la friture sur la ligne, on peut avoir des positions un peu différentes. Moi, j'assume cette position que la France défend, qui est de dire défense de la Pologne, sans abandonner nos combats internes sur l'état de droit, et en disant que être solidaire ne veut pas dire donner carte blanche sur une politique de tenue des frontières qui consisterait à ne pas rendre des comptes, à ne pas respecter les principes européens ou à construire des murs. Merci beaucoup. Je n'ai pas réussi à vous arrêter, mais en fait, parce que je veux quand même donner la place à mes collègues. Mais je pense qu'on va continuer la discussion. Je voulais passer la parole donc à Ségolène Barbou-Desplaces, qui est professeure donc, à l'école de droit de l'Université Paris, donc qui est chez elle ici. Il va peut-être aussi continuer un petit peu cette discussion. Oui, probablement. Merci Virginie, Monsieur le Ministre. Merci de nous rejoindre pour cette discussion. La question que je me posais en vous écoutant et en lisant le programme de la PFUE, c'est la question de l'articulation des différentes priorités et des différents instruments qui sont promus. Vous avez fait ce triptyque, puissance, relance, appartenance. Or, évidemment, il y a des risques de tension, peut-être même de contrariété, de contradiction. Et celle qui m'intéresse ici aujourd'hui, c'est le risque de tension entre, évidemment, l'Europe puissance et la question de l'appartenance dans son volet État de droit, protection de la démocratie, protection des droits fondamentaux. Et je voudrais juste prendre 2 exemples pour avoir votre sentiment, et j'aimerais savoir comment la France essaye de penser l'articulation. Première chose qui me frappe en lisant le programme de la PFUE, c'est le grand nombre de références aux mécanismes de crise. Et évidemment, le contexte l'explique. On en trouve, c'est un pilier très important, le mécanisme de prévention, de gestion de crise, c'est un mécanisme très important dans la boussole stratégique. On le trouve évidemment puisque la PFUE soutient le renforcement du dispositif de réaction du Conseil en cas de crise. Bon, on pourrait prendre d'autres exemples, mécanisme de crise dans le cadre du pacte sur la migration et l'asile. À chaque fois, logiquement, puisqu'il s'agit de mécanismes de crise, on prévoit des dispositifs de légalité de crise, donc de suspension des droits. Mais ma question, c'est est-ce que l'on va prévoir des mécanismes dans ces instruments de suspension des droits de retour à la normale? Et je le dis d'autant plus directement que j'ai une certaine inquiétude à voir la pratique française, notamment sur le dispositif Schengen et le non-rétablissement, la permanence du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures. Donc pour moi, c'est une première question importante. Et une deuxième qui va un peu dans le même sens, c'est sur cette tension et cette difficulté de réconcilier les objectifs. C'est également sur la boussole stratégique qui me semble
prendre une certaine ampleur progressivement. On verra ce qui arrivera au prochain Conseil européen en mars. Mais évidemment, cette boussole, elle va appeler des actions, elle va appeler des armées, des forces armées, des financements considérables, des stratégies, des institutions. Et la question, c'est comment réconcilier ça avec un mécanisme démocratique, puisqu'on est ici dans des cadres d'organisation juridique où les pouvoirs sont essentiellement concentrés, et on le comprend, hein, pour des raisons d'efficacité, mais entre les mains du Conseil et du Conseil européen. Donc, est-ce qu'on envisage aussi de réintégrer le Parlement de façon un peu plus stricte dans le dispositif? Est-ce qu'il faut envisager des révisions du traité pour que la Cour de justice ait une capacité de contrôle qu'elle n'a pas pour aujourd'hui? Voilà, donc ce sont deux exemples, mais qui posent la même question de cette difficile articulation. J'aurais aimé savoir ce que la France a en tête sur ces questions-là. Merci beaucoup. Vous avez raison, la crise parcourt beaucoup le programme de cette présidence pour les raisons évidentes que vous avez soulignées, la crise sanitaire, des crises géopolitiques qu'on voit encore à nos portes. Et je partage, en nuançant, si je peux dire, votre inquiétude. Ma crainte principale, c'est que je pense qu'on n'a pas encore assez d'instruments de réaction aux crises. Je reviendrai sur le retour ensuite, en sortie de crise, à une forme de normalité. L'Europe est, on l'a dit, secouée par les crises, a parfois avancé pendant les crises. Ce qu'a montré l'année 2020, notamment, à la fois sur la question sanitaire et sur les conséquences économiques de la crise, avec les réponses, achat commun de vaccins, plan de relance européen, c'est qu'on n'était pas condamné à être lent et inefficace au niveau européen en période de crise. Je rajouterai un exemple qui n'a pas été très vu, parce qu'il était dans un moment où on lançait des confinements, etc. Donc les gens avaient évidemment autre chose en tête, mais le 13 mars 2020, la présidente de la Commission européenne fait une conférence de presse. C'est le moment où à peu près tous les chefs d'État et de gouvernement s'expriment devant leur population pour dire voilà les mesures que nous allons prendre. L'Italie a lancé le confinement. Je crois que le président de la République a parlé le 12 mars aux Français. Donc on a cette espèce d'état d'urgence de fait qui s'installe en Europe. Et la présidente de la Commission européenne fait une conférence et dit moi, pour ce qui me concerne, pour les outils qui sont les miens en tant que Commission européenne, je vais suspendre les règles d'aide d'État et les règles budgétaires. Ce qui est parler de capacité de réaction en 24 heures, en 1 heure de conférence de presse, ce qui était des débats éternels sur comment on fait pour sortir du 3%, pour avoir plus de flexibilité sur les aides d'État, etc. Alors c'est des débats qui sont surtout importants en France d'ailleurs, mais on les a mis de côté. Je crois que ce pragmatisme était nécessaire. On a montré qu'on pouvait s'arroger en quelque sorte. Tout ça a été fait évidemment en respectant des procédures, mais on s'arrogeait des pouvoirs de crise au niveau européen. Moi je pense que c'est très positif. Parce que la formule en anglais souvent qui est utilisée pour caractériser la gestion de crise européenne dans la crise financière précédente ou dans la crise dite grecque, 2008-2012, c'était too little, too late. Et c'est vrai que cette crise a été gérée de cette manière. Le sommet de la dernière chance, en sommet du dernier espoir, où les chefs d'État et de gouvernement se retrouvaient de longues nuits, personne ne comprenait grand-chose, sortaient en disant on se verra la semaine prochaine et cette fois on prendra une décision sur la Grèce, l'aide à la Grèce, etc. Cette fois, aussi traumatisé par cette expérience, on s'est dit l'Europe a besoin de pouvoir de crise. D'ailleurs, vous avez raison, il y a une tension sur cette capacité de réaction et de gestion de crise entre l'intergouvernemental et le communautaire, ce que fait la Commission, l'organe commun. Parce que si on est tout à fait honnête, si on veut être efficace en période de crise, et faire d'ailleurs ce que font beaucoup de pays, encadrés par le juge, encadrés par les parlements, heureusement, par nos constitutions, c'est d'avoir des mécanismes qui font sauter un certain nombre de procédures ou qui accélèrent les choses en période de crise. Et l'Union européenne, en fait, a assez peu de mécanismes de cette nature. Si on voulait vraiment être efficace, il faudrait accepter que dans ces moments-là, on donne plus de pouvoir à la Commission européenne. D'ailleurs, il faut qu'on soit cohérent. Beaucoup, notamment des gens qui critiquent le courant souverainiste, etc., l'Union européenne, au début de la crise, disaient c'est quand même incroyable qu'on soit aussi nul pour coordonner nos mesures sanitaires, pour coordonner nos mesures aux frontières, etc. Mais si on veut qu'on soit moins nul, plus rapide et plus coordonné, comme dans tout système politique, il faut donner temporairement, avec des garde-fous et des contrôles, le pouvoir à un organe plus central qui va décider la coordination. Ou alors qu'il y ait au moins un lieu de concertation et de coordination. L'une des choses les plus intéressantes, qui est évidemment plutôt d'ordre intergouvernemental, mais qui a marqué la gestion de crise européenne et a été relativement efficace à partir de mars 2020, ça a été aussi les sommets européens hebdomadaires en visioconférence. Donc,
plus, on ne pouvait plus se déplacer. Donc on a instauré cette espèce de visioconférence des chefs d'État et de gouvernement où chacun disait moi j'ai 2 points pour coordonner sur le vaccin, au départ pas sur le vaccin, mais sur les mesures aux frontières, etc. Moi je crois qu'il faut accepter l'idée que l'Union européenne ait en effet des mécanismes d'urgence, des mécanismes de crise beaucoup plus forts. Et accepter l'idée que ça va vouloir dire, est-ce fédéral, est-ce de l'intégration, je ne sais pas exactement le caractériser, que ce soit pour être efficace dans un certain nombre de cas pas intergouvernemental. Alors, comment on revient à la normalité quand on est sorti de ce cadre, tout en respectant les procédures et nos propres règles, mais le temps d'une crise? Là aussi, par souci provocateur du débat, je dirais, moi je suis plutôt inquiet de l'inverse. Je le disais d'ailleurs, politiquement, l'Europe a une tendance très confortable, ça a trait à son système, à son mode de recrutement, à ses administrations, etc., à revenir très vite à l'absence de crise ou à l'idée qu'on n'est plus dans la crise. Je pense que vous demandez à beaucoup de personnes à Bruxelles aujourd'hui si il faut pérenniser un certain nombre de mécanismes, d'aides communes, etc. Tout le monde vous dira, bon, on l'a fait un effort considérable pendant la crise, on nous a reproché d'être trop lent, on ne l'a pas été, maintenant on ne va pas revenir à des trucs trop compliqués, trop bouleversants. Moi je suis plus inquiet, pas de vitesse, qu'on perde le rythme en dehors des périodes de crise. Dans nos pays, on est constamment, peut-être trop d'ailleurs, sous le feu d'une critique médiatique, judiciaire et autres, tout le temps. Le système européen est encore relativement immunisé par le débat public, pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire, c'est que, du coup, la capacité à rendre des comptes ou l'endormissement sont beaucoup plus, l'incapacité à rendre des comptes ou l'endormissement sont beaucoup plus fréquents que dans nos systèmes politiques nationaux. Alors, il y a des cas, je prends Schengen parce que c'est un très bon exemple. J'allais y revenir. Pardon, je suis trop long, mais je finis sur Schengen. C'est très important, parce que ça touche à quelque chose de profond. L'Union européenne a été un projet d'ouverture et de libre circulation. Schengen a été le prolongement de ce projet d'ouverture qui maintenant concerne au total 26 pays. Et pendant la crise, on s'est dit, c'était très intéressant en termes de réflexe, sociologue ou historien le connaîtrait mieux que moi, mais le mythe de la frontière est revenu tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait face à un virus qui nous angoisse, dont on n'a pas l'habitude, qu'on ne connaît pas? C'est on se barricade. D'ailleurs, on a mis de la frontière partout. Le confinement, c'est de la frontière en bas de chez vous. Bon. Et du coup, dans ce prolongement, on s'est dit on va aussi mettre des frontières à nos pays, puisque ça va nous protéger. On met une barricade supplémentaire. Les pays qui ont le plus fait ça, et fait ça de manière la plus nette, la Hongrie notamment, la Pologne, quelques autres, l'Autriche, la France moins, mais j'y reviendrai, tous l'ont un peu fait, sont très vite revenus en arrière. Ceux qui étaient allés très loin, qui avaient complètement fermé leur pays, sont très vite revenus en arrière, parce qu'on a vu des files de camions, on a vu des frontaliers qui étaient bloqués, qui hurlaient. On a parfois même été engueulés par la Pologne elle-même ou les pays baltes qui avaient barricadé leur pays pour nous dire mais c'est horrible parce que vous faites la même chose en Allemagne ou en France, nos camions ne peuvent plus y aller, les travailleurs détachés ou saisonniers ne peuvent plus circuler. On a compris que pendant 70 ans, un peu moins pour les pays qui nous ont rejoints récemment, on avait quand même construit de la circulation, de l'intégration pour de vrai. En France, il y a 350 000 frontaliers. Oui, mais si vous me permettez, juste, c'est la dernière chose, sur Schengen, la France fait la même chose. Sur les contrôles. Oui, moi je parlais des contrôles aux frontières internes. Et au-delà de la France, 2021, si je ne dis pas de bêtises, c'est plus de 70 notifications à la Commission de décision de réintroduction des contrôles. Ça veut dire on ne pourra pas éternellement... Je suis un peu moins optimiste non, c'est vrai. Sur le ça, retour en arrière avec facilité après le temps de crise. Et là, je ne parle même pas de la... moi je ne suis pas inquiet sur la fermeture parce qu'on a vu à quel point c'était compliqué. Oui. Après, la France, comme quelques autres pays, mais c'est vrai pour la France, on l'a fait après les attentats terroristes, mais on l'a prolongé, a des contrôles Schengen ponctuels, qui sont heureusement pas systématiques et qui n'empêchent pas de circuler, et qui participent, si on est tout à fait honnête, un peu de cette idée qu'on se protège par le contrôle aux frontières nationales. Je pense qu'il faut l'assumer tant qu'on n'a pas un renforcement de nos frontières extérieures et des politiques de sécurité, de coopération judiciaire et policière européenne plus fort. Mais je ne dis pas qu'on est dans l'équilibre parfait. Mais je ne crois pas du tout qu'on reviendra en arrière sur les principes essentiels de circulation, parce qu'on a vu à quel point on ne pouvait plus s'en dispenser. Merci. Alors, je suis très mauvaise présidente de séance. Alors, je donne maintenant la parole à Laurent Varzoulet, qui est professeur d'histoire de l'Europe et de l'intégration européenne à Sorbonne Université. On va revenir justement sur ces questions d'histoire de l'Europe de la présidence française.
Merci Virginie. Bon, c'est Varlouzet, mais tout le monde se trompe et que ça part en Belgique et dans le nord de la France, mais bon, c'est pas grave. Donc oui, Monsieur le Ministre, une question, je vais essayer d'être assez rapide pour qu'il y ait du temps pour la salle, sur la constitution du comité d'historiens indépendants que vous appelez de vos voeux et le Président également. Évidemment, nous, historiens, chercheurs, étudiants, on se pose beaucoup de questions sur sa constitution, comment garantir évidemment les libertés académiques. Bon, les commissions Stora, Duclerc ont montré que c'était possible, mais est-ce qu'au niveau européen, ce sera possible d'arriver à un accord entre les 27 sur sa constitution? Et deuxième question, pour quel but, pour quel horizon d'attente? Est-ce que ce serait donc de réfléchir à une histoire mondiale de l'Europe? Je pense que ça, c'est ce qu'avait annoncé le président. Ou à une histoire tout simplement européenne déjà de l'Europe, ce serait déjà un progrès, puisque vous l'avez dit, il faut tenir compte des visions de tous les pays, y compris d'ailleurs de ceux qui nous ont quittés, peut-être comme les Britanniques. Et dernier élément, quelle serait la place de la construction européenne ou des constructions européennes dans ce projet? Voilà, je m'arrête là. Je vais essayer moi aussi d'être un peu plus synthétique dans mes réponses pour laisser la place à l'échange. Aux économistes et à la salle. Et bien sûr, et aux économistes d'abord. L'idée, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas si ça va vous rassurer, l'idée n'est pas complètement stabilisée. Je ne sais pas si ce sera un comité d'historiens indépendants ou une autre appellation ou un autre format. L'idée partait, je crois, de constat de trois manques, de trois insuffisances, à mon sens. La première, c'est celle par laquelle vous avez fini, c'est que je pense, même si à l'université, il y a des cursus extrêmement riches à cet égard, mais dans le secondaire notamment, je pense que l'enseignement de la construction européenne reste encore très limité. Et donc je pense qu'il faut non pas avoir un enseignement d'État qui décréterait qu'on célèbre Robert Schuman ou Jean Monnet dans les écoles de France. Je crois que ce serait... Non, même pas. Mais en revanche, qu'on considère que ça n'est pas... moi, c'était il y a un certain temps, je suis sorti pourtant en étant relativement curieux et relativement intéressé par la matière historique, comme peut l'être un lycéen, en ayant une connaissance nulle des questions de construction européenne. Or, aujourd'hui, c'est une histoire qui a plus de 75 ans. Et donc, je pense que le renforcer, en travaillant peut-être, je ne sais pas si c'est une commission, un comité préalable, c'est un premier manque. Deuxième manque, c'est effectivement plutôt dans l'idée que le président a mentionné plusieurs fois d'histoire mondiale de l'Europe, d'avoir peut-être un peu plus dans notre mode d'enseignement, dans le secondaire notamment de l'histoire, des regards croisés. Je prends l'exemple caricatural, ce n'est pas complètement inintéressant pour un lycéen français, tout en apprenant la période napoléonienne, ce qu'en pense un espagnol ou le regard qu'il porte un allemand. Je ne dis pas qu'il faut substituer notre vision nationale, je ne parle pas de récit ou de roman, mais notre vision nationale à une vision ou la fondre dans une vision européenne, mais avoir, de manière peut-être un peu complémentaire, plus systématique, des regards européens sur des épisodes. Moi, j'étais très frappé, même dans mes fonctions, comme conseiller Europe du président et aujourd'hui comme secrétaire d'État. Vous ne pouvez pas comprendre un responsable politique hongrois qui s'intéresse à l'Europe aujourd'hui si on n'a pas un petit bagage sur le traité du Trianon. Or, il est souvent un peu limité dans celui qui a reçu l'enseignement. Troisième point, et ça rejoint plutôt l'idée de l'Observatoire de l'enseignement de l'histoire que j'évoquais, qui a été mis en place au Conseil de l'Europe, qui je crois est une belle idée, qui est présidée aujourd'hui par Alain Lamassoure, c'est d'avoir un débat régulier entre ministres de l'Éducation, notamment sur la façon dont l'histoire est considérée, ne serait-ce que quantitativement, dans nos programmes scolaires et éducatifs. Et là, j'ai une grande préoccupation de citoyens, de responsables politiques européens, c'est qu'elle est moins enseignée. Elle est enseignée de manière parfois justement excessivement nationale, voire nationaliste, de manière assumée dans certains pays européens. On voit bien que ces questions de mémoire, y compris dans le traitement de certaines ONG, je pense à ce qui s'est passé en Russie, mais à ce qui se passe en Pologne aussi, un certain nombre d'attaques sur l'enseignement universitaire, en Pologne et en Hongrie. L'état de droit, c'est d'ailleurs toujours la même chose à la fin. On s'attaque à la justice, aux médias et à l'enseignement. Et l'enseignement fait partie de ces cibles dans le combat contre l'état de droit dans certains pays européens. On ne va pas décréter, on ne va pas s'immiscer dans les programmes hongrois, ça ne marchera pas. Mais en revanche, créer progressivement un moment de débat régulier, y compris d'échanges politiques, sur la façon dont, sur l'histoire en particulier, on enseigne, quelle obligation, quantité de cet enseignement dans nos programmes, je crois que c'est important. C'est le troisième élément, et je ne sais pas si ça prendra la forme d'un comité,
de débats politiques éclairés par un comité temporaire ou permanent. On peut imaginer différentes formes, et d'ailleurs on y est très ouvert en discussion avec le monde académique, mais qu'en tout cas on essaie de combler autant qu'on peut ces trois manques-là. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Anne-Laure Delatte, qui est donc économiste et elle est chargée de recherche au CNRS, au LEDA à Paris-Dauphine. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais faire très rapide, puisque vous avez déjà abordé le contexte économique plusieurs fois, et en particulier cette suspension des règles budgétaires. Alors, il me semble que le contexte économique post-pandémique ou pandémique, il est marqué effectivement par ce truc absolument historique, très rapide, la réaction dont vous parliez, qui est de suspendre ces règles budgétaires qui étaient hyper critiquées avant. Et on a tous été surpris par ça, donc ça c'était un premier élément. Il y a peut-être deux facteurs supplémentaires et clés qui ont marqué la crise et dont on n'a pas eu l'occasion de parler. C'est l'action de la Banque Centrale Européenne. En fait, les travaux montrent que sans la Banque Centrale Européenne, en réalité, tout ce qui a été mis à côté n'aurait pas pu fonctionner. Et donc là, quand vous disiez too little, too late, effectivement, la BCE qui avait mis 3 ans à intervenir, la dernière fois a finalement mis 6 jours, avec sa première intervention le 19 mars et ensuite toutes les extensions de programme. Et le deuxième élément aussi, c'est quand vous évoquiez cette proposition fin mars franco-italienne, il me semble que ce qui a radicalement changé par rapport à la crise d'avant, c'est la position allemande. En fait, l'Allemagne, la chancelière change de camp et elle n'est plus, elle se met du côté de la solidarité. Donc sans ça, en fait, sans ces deux éléments clés, il semble que ce mode crise aurait pu continuer et on n'aurait pas résolu tout ça. Donc là, alors une fois qu'on a posé ces trois éléments, suspension des règles budgétaires, place de la Banque Centrale Européenne dans le mode opératoire de crise européen et position de l'Allemagne, j'aurais aimé vous interroger sur la position maintenant de la France et quel rôle on peut jouer pendant la présidence et au-delà sur ces trois éléments-là. Il me semble qu'institutionnellement, on n'a pas vraiment de dialogue avec la Banque centrale. Qu'est-ce que ça peut poser comme enjeu, puisque c'est clé dans la gouvernance économique et dans la redéfinition des règles budgétaires en ce moment et dans tout le débat que vous avez déjà évoqué. Comment est-ce qu'on est en dialogue avec l'Allemagne? Parce que l'Allemagne, c'est les pays du Nord, finalement. Ce sont les créanciers dans la zone euro qui jouent un rôle fondamental dans la gouvernance économique, dans ce rapport de force. Merci beaucoup. Sans refaire tout le film, parce que c'est très intéressant pour la suite de voir effectivement ce qui s'est passé à ce moment-là, en mars 2020. Vous avez raison, l'action de la BCE est centrale. Et elle se fait en deux temps, d'ailleurs. Il y a un petit épisode qui est une forme de couac, de communication essentiellement, mais pour une banque centrale, c'est important. Le 12 mars, de mémoire, où Christine Lagarde donne l'impression qu'elle n'est pas prête à intervenir, ou que la banque n'est pas prête à intervenir massivement. Et puis c'est corrigé très clairement le 19 mars, donc très vite en effet, avec une intervention massive. Et d'ailleurs, les deux sont un peu liés, parce que Christine Lagarde fait aussi partie des acteurs, elle fait partie de ces visioconférences des chefs d'État et de gouvernement, elle donne son analyse économique, elle a une crédibilité importante, notamment en Allemagne, auprès de Angela Merkel à l'époque, et elle fait partie, pas seule, hein, mais de ceux ou celles qui disent il faut compléter par une réponse budgétaire. Mais sans ça, en effet, ça n'existe pas. Sans le revirement allemand non plus. Mais c'est toujours intéressant, d'un point de vue historique, c'est trop tôt pour le dire et c'est trop subjectif, mais c'est le Covid qui fait le basculement. Alors, je ne sais même pas expliquer aujourd'hui complètement ce qui se passe, évidemment, dans la tête d'Angela Merkel quand elle prend ce risque politique important à ce moment-là. Mais c'est en tout cas un faisceau de facteurs à coup sûr. C'est pas juste le Covid, je suis inquiète, donc moi, Angela Merkel, je change de camp. C'est un travail, je pense, non subjectif, mais de création de la confiance entre la France et l'Allemagne pendant 3 ans. N'oublions pas, même si ça n'avait pas porté complètement ses fruits, qu'il y a une déclaration franco-allemande en 2018 à Meseberg qui dit qu'il faut travailler à un budget de la zone euro. On a encore beaucoup de différences, mais on a franchi quand même ce pas intellectuel. Je pense qu'il y a les leçons de l'histoire. Les crises ne viennent pas dans l'effacement de la mémoire des crises précédentes. Au contraire, Angela Merkel était aux responsabilités dans la crise grecque. Elle a très mal vécu aussi, même personnellement, politiquement. Un certain nombre d'accusations dans les rues d'Athènes étaient parfois dépeintes en nouvel Hitler, etc. Enfin, ça marque. Et je pense qu'elle ne voulait pas.
j'interprète, mais être celle qui, 2 fois, aura été vue comme loupant la solidarité européenne. Elle était aussi en fin de mandat, elle avait une popularité importante. Et puis, c'est très important aussi, c'est une crise humaine, le Covid. Ça a joué beaucoup, je l'ai ressenti dans les débats politiques européens. C'était des gens qui étaient malades ou qui mouraient. C'était beaucoup plus direct, j'allais dire, qu'une crise économique et sociale, même si elle peut aboutir à des drames. Et donc, la solidarité s'est installée aussi un peu plus naturellement. Je crois que ça compte. Et ça, j'y tiens beaucoup. Il y a un débat politique européen qui est important pour la suite. Il y a eu non seulement cette lettre des 9, mais il y a eu, je crois pour la première fois à cette échelle, avec cette régularité, le Premier ministre italien qui est intervenu au journal de 20 heures allemand, des chefs d'entreprise ou des présidents de région italiens qui ont acheté des espaces publicitaires à la presse allemande pour dire « soyez solidaires avec nous ». Et la prise de conscience de notre interdépendance économique beaucoup plus fortement que dans la crise. Aussi parce que la dernière fois, même c'était faux, la perception c'était que c'était la Grèce, petit pays économiquement, qui était touché seul et qui avait une forme d'ailleurs de responsabilité. Là, c'est tous les pays. C'est l'Italie qui est touchée en premier le plus fortement. En termes de risque économique, ça n'a évidemment rien à voir. Et donc l'idée, même dans les pays frugaux, l'Allemagne et les plus nordiques, qu'on peut s'en sortir sans relancer l'économie dans ces pays-là et donc affaiblir le marché unique, se développe. Et donc Angela Merkel, un des arguments qu'elle utilise beaucoup dans son débat interne, c'est de dire on ne peut pas s'en sortir si l'Italie ne redémarre pas. Donc cette prise de conscience de l'intégration et de l'interdépendance économique est très forte. Je crois, c'est ce que je disais, maintenant la question c'est revenir en mode post-crise, on n'y est pas encore complètement, mais enfin on s'en approche, sans retomber dans notre routine. Et l'état du débat, allemand notamment, a quand même changé. Parce que, j'évoquais le discours de la Sorbonne, les initiatives politiques, un débat qu'on a depuis longtemps avec les Allemands, plus personne en Allemagne ne dit ce sera l'ancien pacte de stabilité, point barre. Et donc là, notre enjeu, c'est non seulement de prolonger l'action de la Banque Centrale Européenne, bien sûr, mais c'est aussi et surtout d'avoir des nouvelles règles budgétaires sans refaire les débats du passé, à mon sens. C'est-à-dire sans s'empailler sur le 3%, le 60% exclusivement, sans avoir un débat caricaturé entre ceux qui voudraient plus de règles et ceux qui voudraient des règles d'une rigueur absolue. Et l'enjeu principal, c'est de dégager des moyens d'investissement avec, à mon avis, là je donne un avis personnel, des modalités un peu différentes de celles qu'on a connues précédemment, qui consistaient à sortir des dépenses du 3% une par une, avec un débat qui du coup n'en finit pas, puisque chaque pays a son bon argument pour dire que ses propres dépenses sont beaucoup plus intelligentes que la règle. En revanche, comme on a un plan de relance commun et qu'on a labellisé au niveau européen des plans de relance nationaux agréés par tous, peut-être qu'on peut, c'est une voie sans doute à explorer, considérer qu'un certain nombre de ces dépenses sont d'intérêt commun, validées par tous et pas décrétées par l'Italie ou la France comme étant bonnes, mais validées par tous, et donc sorties en toute partie pendant X années des calculs de déficit ou de dette. C'est une des pistes qu'on peut regarder, mais en tout cas, je pense qu'en 2022, nous aurons une adaptation du pacte de stabilité, que l'Allemagne sera plus dure que la France là-dessus. Nous, on souhaite absolument avoir cet ajustement, que les pays du Nord seront un peu plus durs que les Allemands, mais ils sont venus quand même beaucoup sur des positions plus proches de la position traditionnelle française, et à nous-mêmes de ne pas caricaturer la nôtre en disant qu'on ne veut plus de règles budgétaires. Merci beaucoup. Alors, on va commencer un tout petit peu en retard, donc on a quand même quelques minutes avant de libérer le ministre pour prendre des questions de la salle. Antoine Vaucher a le micro. Tu peux... Et je vais... Le micro, voilà. Ouais, j'espère qu'il marche. Et priorité peut-être aux étudiants, ou je ne sais pas. Ouais. Et on va collecter 2-3 questions avant une réponse finale. Merci. Une question courte qui rebondit sur une question qui vous a été posée par Ségolène tout à l'heure. Dans le projet de la PFE, il y a puissance. Puissance fait référence à souveraineté. Donc il y a les fameuses cyclées de la souveraineté, numérique, économique, etc. Et j'aimerais revenir sur la défense et la sécurité. J'aimerais savoir dans quelle mesure une réforme des traités pourrait être envisagée pour faire intervenir un peu plus, en tout cas de démocratie, dans cette dimension extérieure de sécurité-défense de l'Union. Et votre avis là-dessus, donc. Alors, on va... Oui, Monsieur le Ministre, j'avais une question très simple. Quel sens politique accordez-vous à l'emprunt du slogan « Puissance, relance, appartenance » au programme de travail de l'Institut Jacques Delors? Alors, s'il y a une question des étudiants... Oui, justement. Je ne sais pas si vous êtes étudiant. Je m'appelle Marine Marquez, j'étais étudiante ici du coup jusqu'à l'année dernière. Ma question, je vais essayer d'être brève aussi.
Comme vous le savez, l'année 2022 a été consacrée comme année européenne de la jeunesse, donc une année où, pour citer ce qui a été dit, la génération qui a été la plus marquée par la crise, on veut lui donner un meilleur accès à l'emploi, à l'enseignement, etc. Or, le 13 janvier dernier, Emmanuel Macron a tenu des propos que je considère comme étant scandaleux, en disant que on ne pouvait pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun coût pour les étudiants. Ces propos, en plus, sont incorrects, étant donné que tout le monde ici, un peu, je pense, peut en témoigner. L'éducation a un prix pour nous, étudiants. Ma question, en fait, est la suivante. Comment est-ce qu'on peut conjuguer année européenne de la jeunesse, avec donc la jeunesse au cœur du projet, apparemment, et une élévation des coûts d'inscription à l'université, alors que la précarité étudiante n'a jamais été aussi préoccupante? Merci. Et je pense, Loïc, notre... Bonjour Monsieur le Ministre, Loïc Azoulay, professeur à l'École de droit de Sciences Po. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce GIS et d'avoir ce débat, de pouvoir répondre à des questions aussi importantes que celles qui viennent d'être posées. Moi, je voulais revenir sur la question de l'appartenance et pas de la puissance, et m'interroger sur cette question du récit que Laurent Varlouzet a déjà abordé, ce récit commun de l'Europe qui serait produit par des historiens. J'ai une grande estime pour les historiens, notamment pour Laurent Varlouzet et pour tous ceux qui sont dans la salle. J'en lis, j'apprends beaucoup d'eux. J'indique à mes étudiants des ouvrages d'histoire, et notamment d'histoire européenne, qui manquent en effet. Mais est-ce cela dont nous avons besoin? Est-ce vraiment d'un récit commun, c'est-à-dire d'un roman européen, quoi, comme on parle d'un roman national? Faire entrer l'Europe dans un récit, dans un roman européen, c'est créer les conditions d'une distance, en réalité. D'une distance pour ceux qui ne croient plus en l'Europe, pour ceux qui ne croient plus au récit politique, pour ceux qui vont s'empresser de trouver des récits alternatifs, d'entrer dans ce jeu des récits. Le récit est déjà, dans les conditions actuelles de l'Europe que décrivait Virginie tout à l'heure, le récit est déjà un objet de polarisation. Est-ce vraiment cela dont nous avons besoin? Ou pas plutôt de mieux connaître les conditions d'existence des Européens? Peut-être qu'il faudrait pencher du côté des sciences sociales, tu me pardonneras Laurent, pencher du côté des sciences sociales, s'interroger sur les conditions d'existence réelle des Européens, où il y a, vous avez raison, beaucoup plus d'interdépendance, plus que jamais, économique, sociale, culturelle, interpénétration culturelle, sociale, économique, c'est vrai, mais où il y a aussi aujourd'hui en Europe des phénomènes de désaffiliation, de défiance, des sentiments de dépossession qui sont prégnants en Europe aujourd'hui. Et je me demande si, c'est une question difficile, je l'entends bien, mais je me demande si la question du récit n'en rajoute pas, si vous voulez, dans la polarisation. Et s'il ne faudrait pas revenir à autre chose, on pourrait en discuter, soit le récit, soit des nouvelles règles. Je me demande si c'est vraiment la solution. Merci Loïc. Je souscris évidemment pas juste parce que c'est un collègue de Sciences Po, mais alors Est-ce qu'on c'est toi le maître du jeu. On peut prendre encore une dernière question peut-être et puis on peut répondre, on fait une deuxième chose si vous en avez le temps. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Oui, je pense qu'il y a déjà. Pour ne rien oublier. Sur les questions de, si j'ai bien interprété le sens de la question, de défense et contrôle démocratique, si on développe une politique européenne de défense. J'allais dire, le jour où on n'aura plus que cette question, ce sera bon signe, parce qu'aujourd'hui, notre politique de défense, soyons honnêtes, est encore assez embryonnaire, et donc, du coup, nécessairement aussi relativement intergouvernementale. Même si, je crois que ça fait partie des avancées de ces dernières années, c'est dans la logique des traités et des institutions européennes qu'on a fait le plus de progrès. La coopération structurée permanente, qui effectivement ne prévoit pas un rôle direct du Parlement européen, mais aussi sur le plan budgétaire, avoir un fonds européen de défense de 1 milliard d'euros par an aujourd'hui sur la programmation budgétaire, c'est très peu et c'est insuffisant, mais c'est une étape et un tabou qui a sauté là aussi qui est important, qui pour le coup là, et parce que le Parlement est co-législateur budgétaire sous l'autorité directe du Parlement européen, qui a plutôt aidé d'ailleurs dans cette direction. Quand on aura une politique de défense organisée, je pense que c'est probablement celle qui est le plus difficile à construire comme une politique unique, sécurité, défense, sans doute d'ailleurs question migratoire intégrée à cette
à cet ensemble. Il faudra évidemment, je pense que ça peut faire partie des changements qui seront nécessaires. Je n'imagine pas que nos traités restent les mêmes dans la décennie qui vient, qu'on devra intégrer dans un futur changement de traité, d'avoir un contrôle parlementaire européen sur la question budgétaire, une information régulière, en cherchant là aussi, parler d'urgence et de crise, on a cette tension dans toutes nos démocraties, l'efficacité et la rapidité, y compris si on imagine d'avoir une force de réaction rapide, etc., qu'on n'ait pas des mois de débats gouvernementaux et ou parlementaires, et en même temps un contrôle démocratique renforcé. Ce contrôle démocratique, il se fera de toute façon, la pression, si je puis dire, sera naturelle à mesure que la politique de défense gagnera en substance. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la politique de défense? C'est un peu le Fonds européen de défense, c'est la coopération structurée permanente, qui est une liste de projets communs qui se développe de manière assez intergouvernementale. C'est quelques projets de coopération industrielle militaire qui sont plutôt ad hoc, franco-allemands principalement, et ce sont un certain nombre d'opérations souvent menées soit là aussi dans un format ad hoc, ce qu'on fait avec la Task Force Takuba au Sahel, soit dans le cadre de l'OTAN. Ce qu'on fait nous-mêmes d'ailleurs en participant à la sécurité des pays baltes ou peut-être demain de la Roumanie. Donc le contrôle parlementaire viendra, je pense, assez naturellement avec le renforcement de cette politique de défense, mais j'y suis, c'est pas démagogique, mais très favorable. De toute façon, tout le renforcement de toutes nos politiques européennes est venu avec un contrôle parlementaire supplémentaire. On devra avoir la même chose d'ailleurs sur un éventuel budget de la zone euro, une capacité d'investissement européenne. Sur la question de le rapport à l'Institut Jacques Delors, je ne sais pas quels sont les termes exacts du programme de travail, et je vais vous dire, ça ne me choque pas, et j'allais dire même ça ne me surprend pas. Je suis un lecteur régulier des publications de l'Institut Jacques Delors, j'espère qu'il n'y a aucun plagiat, mais il y a beaucoup de choses sur la question migratoire, sur la question sociale. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup parlé des priorités en matière sociale, mais qui sont très inspirées en termes de formation professionnelle, travail sur les compétences, de sentiment d'appartenance. Les travaux de l'Institut Jacques Delors, je vois Thierry Chopin en face de moi, avec qui on a beaucoup travaillé aussi de longue date sur les questions à la fois de souveraineté et d'appartenance. Donc je prends bien volontiers, si je suis autorisé en respectant les règles de propriété intellectuelle, ces apports au débat. Et l'Institut Jacques Delors fait partie de ces inspirations assumées ou reconnues, parmi d'autres, dans les réflexions nouvelles. Sur la situation universitaire, je ne suis pas le spécialiste ou le ministre, mais je crois que le président a eu l'occasion de clarifier cette semaine de manière très nette que son projet, le projet du gouvernement, n'est absolument pas une hausse des droits d'inscription. Soyons très clairs là-dessus. J'avoue que je n'ai plus exactement la formule qu'il a utilisée. Je sais qu'elle a choqué certains ou était parfois mal interprétée, consciemment ou inconsciemment, mais il n'a pas dit qu'on augmenterait les droits d'inscription, et ce n'est pas ce que nous proposons, ce n'est pas ce que la ministre propose, et ce n'est pas ce qu'un éventuel candidat, à ma connaissance, proposera. Donc, soyons clairs là-dessus. Je ne reviens pas sur tout la gestion de crise. J'ai parfaitement conscience, et on n'y répondra pas qu'avec Erasmus, que la crise a été plus dure pour votre génération et pour beaucoup d'étudiants. Et pour le connaître dans mon entourage, je sais très bien qu'être étudiant aujourd'hui, ça n'est pas gratuit. Même si célébrons aussi certains avantages et atouts de notre système, qui est fondé sur un principe de solidarité et de soutien financier pour ceux qui ont des difficultés financières. Est-ce assez? Sans doute pas. Est-ce gratuit? Clairement pas. A-t-on fait des efforts pendant la crise? Oui, honnêtement. Du repas à 1 euro, à des mesures plus structurelles qui datent d'avant-crise sur la sécurité sociale étudiante. Je crois qu'il y a des choses qui ont été faites, et en tout cas la logique n'est pas celle d'une université où les prix deviendraient ceux des grandes écoles ou de grandes écoles privées. Le propos du président, j'en ai plus la formulation exacte, était aussi sur ce point, qu'on ne peut pas avoir une université paupérisée qui est en compétition avec des écoles. J'étais à Sciences Po, je sais comment ça fonctionnait, et d'autres sont encore beaucoup plus coûteuses, qui ont plus de moyens parce qu'elles ont des frais d'inscription élevés. Ça ne veut pas dire que c'est par les frais d'inscription qu'on va financer, mais il faut se poser cette question du financement. Est-ce qu'on a fait assez? Peut-être pas, et ce sera un débat politique, j'espère d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui il est quasiment absent de cette élection présidentielle, quels que soient les candidats. Pardon, sur la question du récit, pour ne rien oublier, je ne crois pas du tout, d'ailleurs pas plus au niveau national qu'au niveau européen, au mythe du récit. Je ne rentre pas par cet angle-là. Ce que je dis par l'appartenance, et ce n'est pas jouer sur les mots, c'est qu'en revanche, ça, on en a besoin. Et qu'il ne s'agit pas de dire nos programmes d'histoire vont être maintenant faits à la Commission européenne, on ne parlera plus de Louis XIV et de Napoléon parce qu'on choisira un empereur allemand, un roi d'Espagne et quelques autres, et puis ça sera ça notre histoire qui sera une espèce, pour le coup, de dilution. Je n'y crois pas du tout. En revanche, je crois beaucoup au projet de type Histoire mondiale de la France ou de l'Europe,
et je crois beaucoup à l'enrichissement par les échanges en Europe ou par l'enseignement qu'on reçoit chez soi, d'un éclairage historique européen, ou par, même si ça ne doit pas résumer notre enseignement de l'histoire en France, la compréhension que, c'est déjà le cas, mais peut-être peut-on le souligner encore davantage, que beaucoup de grands courants, pas seulement des conflits scientifiques, intellectuels, religieux, ont été des courants européens, et qu'il y a une identité européenne qui s'est forgée. Il ne s'agit pas de dire aux gens, sentez-vous européens, aimez l'Europe, etc. Certainement pas. C'est pas la Troisième République transposée à Bruxelles. Mais je crois en revanche qu'avoir cet éclairage européen dans l'enseignement de l'histoire, d'avoir une matrice commune où l'histoire, ne serait-ce que ça, indépendamment de soulever le capot pour savoir comment elle est enseignée, ne serait-ce que ce simple fait, dans tous les pays européens jusqu'au niveau de la fin des études secondaires, ça, je crois que c'est un débat politique au sens le plus noble du terme que nous devons avoir. Quelques questions. Oui, vous avez le temps. Allez, 3. Ouais. Pardon, c'est subjectif. Voilà. Moi, je ne vais pas poser une question, mais je voudrais rebondir sur ce que disait Loïc Azoulay. Est-ce que dans cet élément de réflexion autour de la contribution finalement des universitaires à ce débat européen, on a évoqué, vous l'avez dit, l'Académie d'Europe. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Parce qu'évidemment, nous, on se sent directement concernés et savoir quelles sont finalement les idées et qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet. Voilà, ça c'est très rapidement. Ensuite, alors, je crois que j'avais plutôt promis la parole ici. Merci Monsieur le Ministre. Vous avez mentionné un socle commun, donc des valeurs, dont l'état de droit, j'imagine, des institutions et un marché unique. Quand on vous a posé la question de la Pologne et de la Hongrie qui menaçaient directement ces codes, on a vu que les tensions étaient plus profondes et vous avez mentionné une réponse en nuances. Ceci dit, derrière, vous avez aussi démontré que vous étiez partisan d'une intégration idéologique européenne beaucoup plus forte, notamment par rapport aux questions de l'histoire, etc., de l'histoire européenne. Est-ce que vous n'avez pas peur de polariser des gouvernements qui sont pour leur propre identité en défendant une intégration européenne beaucoup plus forte, surtout à un moment où on a la Russie qui montre de plus en plus qu'elle veut construire une sphère d'influence qui peut potentiellement essayer d'attirer ces pays, on va dire, dans sa sphère d'influence. Donc est-ce qu'on n'a pas peur d'isoler des pays en construisant trop d'intégration idéologique? Donc une toute dernière question, parce que je pense que déjà on a débordé assez largement. C'est sur le même thème. Anastasia Iliopouloupenou, Université Paris, Panthéon-Assas. Donc vous avez dit qu'il n'y a pas de différenciation possible en matière de valeurs. Pourtant, aujourd'hui, il y a plusieurs personnalités politiques hongroises, polonaises et françaises qui se retrouvent à Madrid, qui parlent de leur appartenance à une Europe autre que la vôtre, la mienne ou la nôtre. Donc il existe aujourd'hui plusieurs Europes, en tout cas certainement 2 Europes antagonistes, concurrentes. Et donc j'aimerais bien savoir ce qu'on peut faire sur un plan pragmatique, opérationnel, efficace, parce que cette vision d'efficacité, cette préoccupation plutôt d'efficacité est au centre aussi de votre vision, quand on voit que certaines procédures, comme celle de l'article 7 au sein du Conseil, sont plutôt décrédibilisées. Merci. Je vous laisse la parole. Parce que... Vous êtes à côté de moi, alors vous en bénéficiez. Comme Monsieur Vaucher a volé une question, on va en redonner une. Bonjour Monsieur le Ministre. Voilà, je voulais savoir comment transmettre l'esprit des pères fondateurs, qui est un esprit humaniste, un esprit de communauté, et le terme de communauté n'est pas neutre. Comment le transmettre à la jeune génération qui est de plus en plus égoïste dans une société où l'individu est roi? Merci. Voilà une grande question. Alors, on finit sur un vaste sujet. Sur l'Académie d'Europe, je vais essayer d'être bref, m'astreindre à cette discipline. Voilà, exactement. Là aussi, projet assumé comme non abouti, il faut en discuter, etc. Tel que je le ressens et j'en ai poussé l'idée, on a beaucoup de comités, d'organes consultatifs européens. On n'a pas, comme on a dans beaucoup de nos pays, avec un comité consultatif d'éthique, par exemple, c'est assez différent de la question de l'histoire stricto sensu, un lieu de débat éclairé par des intellectuels de différentes disciplines,
de différents pays, je pense que ça fait partie aussi de ces regards croisés qui nous enrichissent, qui peuvent être saisis d'une question de société, comme on dit, de débats qui traversent nos différentes sociétés européennes, nos différents pays européens. La question de la fin de vie, par exemple, elle se pose partout en Europe. Ne serait-il pas intéressant, sur un sujet comme ça, d'avoir de temps en temps un débat entre pays européens, pas forcément pour avoir une directive ou un règlement européen, mais éclairé par différentes disciplines, de la sociologie à l'histoire, en passant par les sciences politiques ou l'économie, et en plus en ayant, ce qui se fait dans le monde scientifique très naturellement, des chercheurs de différents pays, de différentes générations, et avec différents regards. Et avoir cette espèce, parce qu'il faut l'appeler l'académie, on verra à la fin, mais d'organes permanents qui, sur ces grandes questions, la démographie, les grands défis sanitaires, le changement climatique, essayent d'éclairer nos débats européens et de manière là aussi de réhabiliter en quelque sorte le savoir et l'éclairage, non pas pour contraindre le choix politique, on a eu ces débats sur le plan de la science dans la crise sanitaire, chacun dans son rôle, mais en revanche je pense que l'autorité politique ne devrait pas avoir peur d'avoir, en plus avec cette richesse européenne, cette espèce de regard supplémentaire qu'on n'a pas du tout aujourd'hui au niveau européen. On va, pour la présidence française, publier un bouquin début mars qui s'appelle Autoportrait de l'Europe, le grand tour. On a demandé à un éditeur français de trouver 27 hommes et femmes, plutôt dans le domaine de la littérature ou de la poésie, d'écrire un chapitre sur la vision de l'Europe vue de leur pays aujourd'hui en 2022. 2021, ils l'ont écrit. Typiquement, cette espèce de regard croisé, de profiter de la richesse du fait d'être dans un club qui est parfois compliqué à faire marcher, qui est parfois très lourd à 27, c'est aussi un bénéfice intellectuel, culturel et scientifique, je crois, qu'on n'utilise pas assez pour éclairer nos débats. Donc c'est un peu ça l'idée centrale. Après, il y a beaucoup de choses, combien de personnes, quelle discipline, est-ce permanent, comment ça s'appelle, qui reste évidemment à affiner. Sur état de droit et division, en quelque sorte, en essayant de ne pas être trop long, je pense qu'il faut... Mon sentiment profond, c'est qu'il faut considérer qu'on est dans un projet politique suffisamment mûr pour là aussi accepter cette complexité. Je prends un exemple national pour essayer de faire la comparaison. Si je suis en désaccord aujourd'hui et que je fais demain un débat à la télévision avec un élu du Rassemblement national ou de la France insoumise, ce ne sera pas ma position politique personnelle, on va s'engueuler, on va débattre, ça éclaire, j'espère, la décision de chacun. Bon, mais si en sortant de l'émission de télé, M. Mélenchon, Mme Le Pen se fait agresser, je vais évidemment dire, et je le penserai sincèrement, que je suis solidaire et que ce n'est pas des manières de faire dans une démocratie. Et j'espère qu'ils feront pareil si c'est moi qui me fais agresser. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en France, peut-être de moins en moins, mais on accepte cette civilité politique qui fait qu'il y a une sphère où on débat, et on se confronte, et parfois vivement, tant mieux. Et puis, il y a un socle de règles communes où on fait corps et on fait solidarité, pas seulement parce qu'on a la même nationalité, mais parce qu'on appartient à une communauté politique et de valeurs qui fait qu'il y a une limite, et là on dit on est ensemble. Eh bien c'est compliqué à construire, mais c'est mutatis mutandis qu'on essaye de défendre au niveau européen. Quand la Pologne est agressée par la Biélorussie, je n'ai aucun état d'âme à dire je suis prêt à aller à Varsovie, nous sommes prêts en tant que Français à envoyer un certain nombre d'aides, avec, il ne faut jamais abolir le débat politique, même dans les périodes de crise. Des différences d'opinion qui demeurent. Ça ne veut pas dire qu'on accepte de financer le mur, ça ne veut pas dire qu'on accepte qu'il y ait une sorte d'état d'urgence où il n'y a personne qui a accès à la zone frontière. On l'a dit aux Polonais. Moi, je crois qu'on peut dire les choses en même temps sur ce point. Dire, on reprendra nos débats sur l'état de droit. Aujourd'hui, l'urgence, c'est de vous soutenir face à la Biélorussie, mais pas n'importe comment. Et je crois que c'est plus efficace qu'une vision un peu binaire où on dirait, comme c'est des Polonais, on ne va quand même pas s'en occuper en période de crise. Ou à l'inverse, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'ils ont été attaqués par les Biélorusses, dans 6 mois, on n'aura plus de débat sur l'état de droit. Je ne crois pas. De même que si un élu d'un autre parti politique se fait chahuter ou invectiver, je reprendrai un débat politique avec lui le moment venu. Bon. Donc cette maturité politique européenne et cette confrontation, il faut l'encadrer et l'accepter. Et pour revenir à ce qui se passe aujourd'hui à Madrid, où il y a des partis d'extrême droite qui se retrouvent, c'est leur droit. Ils peuvent proposer une vision alternative de l'Europe. Je serai sans doute en désaccord personnel profond, mais c'est très bien. Mais attention à ne pas, je crois, c'est un argument souvent instrumentalisé, notamment en Pologne ou en Hongrie. Ça n'empêche pas, de même que dans notre pays, nous avons une constitution, au niveau européen, nous avons des traités qui font des choix politiques. Ça organise nos procédures, ce sont des choix politiques. Personne n'a forcé 80% de Polonais.
ça les engage jusqu'à preuve du contraire, et d'ailleurs je pense qu'ils y sont favorables en majorité, à accepter l'article 2 de nos traités qui dit qu'il y a non-discrimination et qu'un certain nombre de garde-fous de l'état de droit, je le dis en termes politiques, c'est pas écrit exactement comme ça, indépendance de la justice et autres, sont garantis par nos traités. Dans ce cadre-là, chacun fait ce qu'il veut. On a des débats politiques sur une réforme des retraites, une réforme de la justice, une réforme de l'école, ce qu'on veut. Mais je crois qu'il ne faut pas minimiser, parce que sinon, rien n'a de valeur. Vous prenez des engagements qui ne vous engagent pas, et d'ailleurs, ça revient à la question que vous posiez à la fin, si je puis faire ce lien pas très subtil, sur une forme d'individualisme politique. Quel est le projet collectif dans lequel vous vous inscrivez si vous signez un bout de papier où votre peuple vote pour un bout de papier qui est en fait un pacte politique et que vous n'en respectez pas les valeurs? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une marge de manœuvre et dans ce cadre-là, des confrontations politiques importantes. Par exemple, c'est un débat que le président de la République a ouvert, mais aujourd'hui, on peut choisir si, dans sa législation nationale, l'avortement est autorisé ou pas. La Pologne est revenue en arrière sur ce point. Malte n'a pas le droit à l'avortement. Politiquement, je le déplore et je leur dis. Mais en revanche, je ne peux pas leur reprocher juridiquement, avec des procédures dans les traités, de ne pas consacrer ce droit. Donc, je crois qu'il faut bien distinguer entre notre pacte politique commun, sans aucune faiblesse quand on touche à ces valeurs-là, consacrées par nos traités, et puis un débat politique à l'intérieur qui, heureusement, laisse la place à des sensibilités de l'extrême gauche à l'extrême droite qui s'opposent, et tant mieux s'il y a une vision européenne alternative. Je ne veux pas rentrer dans une polémique, je n'ai pas vraiment bien compris, moi, ce qu'il y avait derrière, ce que je considère être souvent des slogans, Europe des nations, Europe des peuples, etc. On peut dire ça. Mais il faut quand même nourrir un peu le schéma ou le projet par des propositions plus concrètes, parce qu'en vérité, personne n'empêche la Pologne et la Hongrie de faire tout ce qui n'est pas contraire au traité, comme personne n'empêche les Français de faire tout ce qui n'est pas contraire au traité. Et si on veut faire quelque chose qui est contraire au traité, eh ben on ouvre un débat sur la réforme des traités, ou on quitte l'Union européenne. Je ne souhaite pas du tout que ça arrive, mais c'est comme ça que ça se passe. Sinon, les mots n'ont plus de sens, de souveraineté, d'adhésion, de communauté politique. Et encore une fois, je pense que ça n'exclut pas, quand on a un désaccord là-dessus, d'avoir d'autres domaines de coopération et une solidarité qu'on est attaqué de l'extérieur. Je finis sur la question de la communauté, en étant très bref, parce qu'elle pourrait justement être très longue. Je suis d'accord avec vous sur, une forme de cliché sur l'individualisme, mais je ne crois pas que, comme on le dit parfois de votre génération, et je ne le dis pas démagogiquement, on est basculé dans un univers où le sens du collectif et le sens de la communauté est disparu. Et d'ailleurs, tout ce qu'on s'est dit sur l'appartenance n'est pas un combat perdu, mais encore faut-il parfois révéler à nous-mêmes ce que nous avons de commun. Je finis sur cette remarque. Moi, je me sens très engagé sur l'Europe et je serai au-delà de ma fonction, je l'étais avant, c'est pas parce que je suis payé pour. Mais pourquoi ça m'intéresse? Pas parce que j'ai eu de très bons cours d'économie ou de sciences politiques, j'en ai eu aussi, qui m'ont convaincu que l'euro c'était bien pour l'économie française ou que les traités étaient excellents. Jamais. J'ai été convaincu par une démonstration, même brillante, économique, académique, de ressentir une appartenance européenne. C'est parce que, et je le sais d'ailleurs même pas exactement, j'ai été sensible ou sensibilisé par mes parents aux événements de 89 et de 91, parce que j'ai eu la chance de voyager en Europe, parce qu'ensuite j'ai fait Erasmus, et c'est sans doute parce que ma famille vient de différents pays européens, et on a tous une identité qu'on construit comme ça. Il ne s'agit pas de l'imposer, il s'agit en quelque sorte de la révéler. Nous avons une identité européenne beaucoup plus profonde qu'on ne croit, ces lieux même en témoignent. Ce n'est pas la présidente de la Commission européenne ou le président de la République ou moi qui ont décrété qu'on était des bons Européens et qu'il fallait avoir le sens de la communauté. Mais je pense qu'il faut le creuser un peu pour le comprendre. Et je ne crois pas qu'on soit condamné à rejeter ce sens-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on applaudit juste votre dernière réponse, mais que je vous remercie donc autant, au nom de tous les étudiants et les collègues, d'avoir accompagné le lancement de ce groupe d'intérêt scientifique sur l'Europe. Et bon courage pour les quelques mois qui restent de cette présidence française. C'était vraiment un plaisir. J'espère pouvoir partager, d'échanger avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu.
Et vous revenez après pour faire le bilan. Voilà. J'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup.